Ce que je vais présenter ici est effectivement issu d'une partie de ma thèse, celle qui concerne le discours écossais sur la Révolution américaine dans les années 1770 et au tout début des années 1780. J'inclus dans la Révolution américaine les événements qui ont conduit à la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, les crises successives qui ont été provoquées par les réformes fiscales votées par le Parlement, donc pour mémoire le Stamp Act en 1765, les Townshend Acts en 67 et le Tea Act 73. Cette période qui prélude à la Révolution proprement dite m'intéresse tout particulièrement parce qu'elle voit le fossé se creuser progressivement entre les 13 colonies et la métropole. Pendant cette décennie de crise, les patriotes américains prennent davantage conscience de leur spécificité américaine et renoncent finalement progressivement à leur identité britannique, alors qu'ils se vivaient comme britanniques en 1765 et souhaitaient plus que tout rester dans l'Empire à ce moment-là. L'enjeu de cette première décennie de crise impériale est donc le statut des colonies dans l'Empire. Deux visions de l'Empire s'opposent, celle d'un empire centralisé sous l'autorité du King in Parliament et celle d'un empire constitué d'États quasiment souverains, mais unis par une allégeance commune à la couronne, un peu comme l'était l'Écosse entre 1603 et 1707. Le contexte de l'Écosse de la seconde moitié du XVIIIe siècle est celui d'une nation en pleine transformation. L'historien écossais Tom Devine l'a bien montré pour ce qui concerne au moins les Highlands, où le système socio-économique organisé autour des clans fait place, en l'espace d'à peu près une génération, à une autre société, dans laquelle les rapports entre les hommes ne sont plus fondés sur le patronage des chefs de clan, les lairds, mais sur la propriété foncière. Mais les Lowlands aussi connaissent des changements importants, avec la montée en puissance des seigneurs du tabac, qui organisent le commerce entre Glasgow et la Virginie ou le Maryland, avec des réformes promues par les agronomes qui permettent une hausse de la production agricole, et aussi avec l'essor de l'industrie de la toile et du commerce des bestiaux. D'ailleurs, William Strahan, qui est un imprimeur écossais mais qui vit à Londres, un ami de Benjamin Franklin, témoigne dans son journal de voyage de 1768 de la transformation surprenante des Lowlands. Il décrit un pays en pleine mutation qui sort de la misère grâce au progrès de l'agriculture et des manufactures et conclut, c'est ce que j'ai mis en gras en bas, « In short, the whole country wears a quite new face and affords a striking proof to those who remember it half a century ago how very transitory everything is in this life and how very quickly the fashion of this world passes away. » L'union anglo-écossaise est pour partie à l'origine de ces bouleversements socio-économiques. Mais elle permet également l'invention d'une identité partagée par les différentes nations de la Grande-Bretagne, ce que nous appelons aujourd'hui la britannicité. Linda Crawley, comme chacun le sait, a montré que cette identité commune s'est construite sur la différenciation par rapport à l'ennemi français, absolutiste et catholique. Mais l'historien écossais Colin Kidd a ajouté que les constructions identitaires ne se font pas uniquement par un processus de différenciation, mais aussi, et de façon concomitante, par des processus inverses. Dans le cas des Écossais, au moins des élites éduquées, il y a une anglicisation volontaire et tout à fait assumée. Les Écossais des classes moyennes et de la noblesse ont à cœur de s'approprier ce qu'ils appellent le Sterling English, c'est-à-dire un anglais qui n'est pas matiné de Scots, d'Écossais, et adhèrent à l'exceptionnalisme britannique selon lequel leur modèle politique est le meilleur du monde. Colin Kidd montre aussi que les Lumières écossaises, et tout particulièrement l'historien William Robertson, considèrent que le Parlement monocaméral d'Écosse d'avant 1707 n'était en fait pas apte à défendre les intérêts des Écossais, alors que le roi d'Écosse, à ce moment, résidait dans un royaume étranger auquel il accordait sa priorité. Et cela s'est bien manifesté effectivement lors de l'affaire du Darien, à la toute fin du XVIIe siècle. Cette tentative malheureuse de fondation d'une colonie écossaise dans l'isthme de Panama
a été un échec retentissant dont le coût financier représentait environ le quart du capital disponible en Écosse. Effectivement, William III n'a pas soutenu l'entreprise et n'a pas non plus cherché à protéger la petite colonie face aux attaques espagnoles, préférant éviter un conflit avec l'Espagne. L'impossibilité de doter l'Écosse d'un empire colonial, comme l'a montré l'épisode du Darien, a poussé une grande partie des parlementaires écossais à accepter l'union avec l'Angleterre. Il y a clairement chez les marchands, chez les hommes politiques et chez les philosophes écossais une aspiration à sortir leur nation du retard économique qu'elle accuse par rapport à son puissant voisin. L'accès officiel aux marchés impériaux anglais leur semble la seule voie vers la construction de cette puissance économique qu'ils souhaitent. Certes, les Écossais pratiquaient déjà la contrebande lorsque l'Empire leur était fermé avant 1707, mais le traité d'union leur permet désormais d'accroître considérablement leur commerce avec les colonies nord-américaines et tout particulièrement le commerce du tabac. Alors bien sûr, il y a eu des résistances et des oppositions les premiers temps à l'union, mais finalement celle-ci est très largement acceptée en Écosse après la défaite des Jacobites en 1746, d'autant plus que les bénéfices économiques commencent à se faire sentir dans les années 1750. Les flux de l'émigration écossaise se redirigent vers les 13 colonies un petit peu plus tard, surtout à partir du début des années 1770. Avec cette intégration dans l'Union, les Écossais commencent à se sentir, à se penser comme des Britanniques du Nord, j'utilise le terme North Britons, c'est-à-dire à la fois des Britanniques et des Écossais. Ils revendiquent une identité partagée avec les Anglais, mais en même temps ne renient pas leur scolasticité. Et l'une des manifestations les plus évidentes de cette double appartenance est la mobilisation des Lumières écossaises pour l'obtention d'une milice. L'Écosse étant exclue du Militia Act de 1757, créant une milice en Angleterre. La campagne en faveur d'une proposition de loi autorisant la création d'une milice en Écosse échoue en raison de la crainte de nombreux parlementaires d'un nouveau soulèvement jacobite, le jacobitisme étant généralement associé à l'Écosse. C'est pourquoi les Lumières écossaises fondent le Poker Club à Édimbourg en 1762, dans le but de maintenir la flamme du combat pour la milice, d'où le nom donc de Poker. C'est par ailleurs aussi l'un des lieux de sociabilité de l'intelligentsia d'Édimbourg avec de nombreux autres clubs. Il faut souligner que la mobilisation pour une milice écossaise est le fait d'unionistes convaincus. Colin Kidd insiste sur le fait que l'unionisme, même s'il favorise l'assimilation avec l'Angleterre, met aussi en avant la spécificité écossaise, les deux n'étant pas du tout incompatibles. Ainsi, la britannisation dessine donc une identité hybride en Écosse. La définition de la britannicité est d'ailleurs au cœur de la querelle américaine. Les Américains, comme les Écossais, se réclament de l'identité britannique, au moins avant 1776 évidemment. Mais que signifie être britannique au XVIIIe siècle ? Les uns comme les autres fondent l'appartenance à la nation britannique sur l'exercice de liberté et sur le protestantisme. Mais chacun voit l'autre comme l'antithèse de la britannicité. Pour les Américains, les Écossais sont des jacobites, partisans de la tyrannie, amis de la France et du catholicisme. Et jusqu'en 1776, ils se revendiquent comme les véritables Britanniques, les défenseurs de la Constitution, menacés par un gouvernement tyrannique. Pour les Écossais, être britannique signifie être intégré politiquement et économiquement dans la Grande-Bretagne. Et les conservateurs écossais estiment que les Américains ne sont pas des Britanniques puisqu'ils se révoltent contre la mère patrie. Certains commentateurs vont même jusqu'à affirmer qu'en émigrant, les colons avaient de toute façon perdu leurs droits. L'idée que je défends ici, c'est que dans ce contexte propre à l'Écosse de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la question américaine, qui divise profondément les Britanniques, a une résonance particulière.
Les auteurs écossais s'inscrivent bien évidemment dans un débat à l'échelle de la Grande-Bretagne, que les contemporains qualifient de guerre des pamphlets ou de guerre de papier. Tous les Écossais qui s'expriment, à l'exception d'un seul, s'adressent aux Britanniques dans leur ensemble et répondent d'ailleurs à d'autres Britanniques, tout particulièrement à Richard Price et à son pamphlet de 1776 en faveur de la rébellion américaine, Observations on the Nature of Civil Liberty. Mais ils ne répondent pas aux pamphlets américains, qui sont pourtant réédités à Londres et qui paraissent par extrait dans les magazines, y compris en Écosse. Les Écossais ne les mentionnent d'ailleurs même pas, à l'exception de celui de Thomas Paine, sans doute parce qu'il est anglais, le Common Sense. Et les seules sources américaines sur lesquelles ils s'appuient sont en fait des textes qui émanent du Congrès. Ce débat, donc, en Grande-Bretagne, se déroule dans un entre-soi britannique et s'articule autour de deux questions essentielles qui touchent les Britanniques, celle de la légitimité de la révolte des colons et celle des mesures à adopter vis-à-vis des colonies rebelles. Les Écossais donc, qui prennent part à ce débat discutent rarement de l'Écosse, mais ils accordent une attention particulière au sujet qui concerne plus spécifiquement la sphère publique écossaise, à savoir le choix d'une milice plutôt que d'une armée de métier, la meilleure façon de mener l'Écosse sur la voie du développement économique, et enfin la question du sens de la représentation dans une portion du pays où l'électorat est très réduit. Ce sujet de la réception de la Révolution américaine en Écosse a été jusqu'ici peu étudié. Il y a une thèse qui a été soutenue dans les années 1950 par Dalfie Fagerstrom, une thèse qui portait donc sur l'opinion écossaise et la Révolution américaine, dans laquelle l'auteur montre que le sujet a divisé les Écossais et que les opposants à la Révolution étaient plus nombreux que les partisans. Et puis dans les années 1970, il y a un article de D.B. Swinfen qui a été publié sur la manière dont la Révolution a été traitée dans la presse écossaise. Swinfen établit que les critiques à l'encontre du gouvernement de Lord North se font de plus en plus nombreuses car la guerre s'éternise et puis la victoire que l'on croyait acquise en 1775 s'avère finalement une chimère. Mon travail s'appuie quant à lui sur un éventail plus large de publications écossaises et surtout analyse l'argumentaire des auteurs afin de déterminer les raisons de leur choix de soutenir ou de condamner la révolte des 13 colonies. Et donc je pose en fin de compte la question de ce que la Révolution américaine a représenté pour les Écossais. Ma présentation va donc se dérouler en 3 temps. Je commencerai par replacer la contribution écossaise à la controverse américaine dans le contexte du débat à l'échelle de la Grande-Bretagne. Puis j'opposerai les conceptions de la représentation en Écosse et dans les 13 colonies. Et enfin, pour terminer, j'analyserai l'imaginaire impérial écossais. Donc mon étude s'appuie pour l'essentiel sur un corpus de 66 publications dont les auteurs sont soit écossais, soit anonymes, ce qui est souvent le cas, mais dont les ouvrages ont été publiés en Écosse. J'ai pu identifier ainsi 36 auteurs écossais qui ont participé au débat sur la Révolution américaine entre 1765 et 1784, à travers donc des pamphlets, des sermons, des récits de la Révolution, des poèmes. Et j'inclus aussi dans ce corpus la richesse des nations, parce que Adam Smith y présente son analyse de la situation en 1776 et propose un plan de sortie de crise. Et j'y ai ajouté aussi 2 mémoires qui n'ont jamais été publiées, l'un de Adam Smith et l'autre de Adam Ferguson. Comme le montre le graphique, le nombre d'écrits écossais sur la question américaine est en fait très faible jusqu'en 1774, puis il connaît un pic entre 1776 et 1778, c'est-à-dire entre le moment où le Congrès vote l'indépendance et l'internationalisation du conflit avec l'entrée en guerre de la France. Les Écossais qui ont publié sur la question américaine sont pour beaucoup des pasteurs,
Il y a aussi des hommes politiques, des enseignants, des philosophes, des marchands, un médecin même. Il est intéressant de noter que les pasteurs sont surreprésentés, et cela est dû au fait qu'il y avait des jours de jeûne imposés par la couronne pour la guerre en Amérique, et plusieurs sermons prononcés à cette occasion ont été publiés. Mais leur contenu est tout de même beaucoup plus politique que religieux. Alors évidemment, la question américaine n'est pas une question religieuse, mais il est clair qu'elle a opposé des groupes aux sensibilités religieuses opposées. La ligne de faille opposant les partisans de l'Amérique à ceux du gouvernement s'est en fait surimposée à celle entre les dissidents radicaux et les presbytériens évangéliques d'un côté, et les anglicans et les presbytériens modérés de l'autre. C'est ce qu'on voit par exemple dans la correspondance de James Woodrow et de Samuel Kenrick. Cette correspondance, ou du moins les 12 lettres qui concernent la Révolution américaine, nous donne un aperçu de ce qui oppose, vraiment un condensé, de ce qui oppose ceux que les contemporains appellent les amis de l'Amérique et les amis du gouvernement. James Woodrow et Samuel Kenrick sont deux amis de longue date qui se sont connus lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de Glasgow à la fin des années 1740. Et puis, après leur séparation, ils ont échangé plus de 300 lettres entre 1750 et 1810, dont la plus grande partie est conservée à la Dr. Williams Library, spécialisée dans la dissidence protestante à Londres. Cette correspondance est particulièrement intéressante et elle est en train d'être éditée par Emma MacLeod, Martin Fitzpatrick et Anthony Page. Le tome 1 est sorti, comme vous le voyez, et les deux autres vont suivre. Woodrow et Kenrick discutent à peu près de tous les sujets dans leurs lettres et donc aussi de la Révolution américaine. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que, et d'ailleurs cela les surprend beaucoup, ils ne sont pas d'accord. En fait, ils sont grosso modo d'accord sur tout dans la vie. Ils seront d'accord sur la Révolution française, mais sur la Révolution américaine, ils sont dans les deux camps opposés. Comme on le voit sur ce graphique, ils discutent de cette révolution dans les années 75-78 surtout, ce qui coïncide donc avec la hausse du nombre de publications sur le sujet en Grande-Bretagne et notamment en Écosse. Et donc effectivement, sur une dizaine de lettres, il passe en revue les principaux sujets de la querelle telle qu'elle est comprise en Grande-Bretagne. Woodrow, qui est un pasteur presbytérien modéré et qui vit en Écosse, désapprouve les rebelles américains. Il estime que les colons américains doivent payer les impôts votés par le Parlement, comme tout sujet britannique, puisqu'ils bénéficient de la protection de la métropole. A l'inverse, Kenrick, qui lui est un banquier établi dans les Midlands et qui est aussi membre de l'Église unitarienne, défend le droit des colons à la résistance contre le Stamp Act et les Townshend Duties, parce que, dit-il, les sujets britanniques ne peuvent pas être taxés par le Parlement où ils n'ont pas de représentants. Et pourtant, il ajoute, ces colons américains contribuent à la fiscalité de l'Empire à travers les droits qu'ils payent sur leurs exportations en Grande-Bretagne. Pour Woodrow, les colons étant des sujets britanniques, ils sont nécessairement sous l'autorité du Parlement, tandis que pour Kenrick, être britannique signifie avant tout bénéficier de liberté et d'une représentation directe. Kenrick estime que les colons sont des Britanniques non représentés communes, mais qui ont leurs propres instances représentatives, les assemblées coloniales. Les tentatives du gouvernement et du Parlement de leur imposer des taxes et par conséquent une violation de leurs droits et donc justifient bien évidemment leur résistance. Et à l'inverse, Woodrow pense que le principe lockéen du droit de se révolter face à la tyrannie ne s'applique pas aux colons puisqu'ils sont taxés par le Parlement où ils sont virtuellement représentés. Donc Woodrow est de ceux qui croient à la perfection de la Constitution, c'est-à-dire au fonctionnement des institutions, tel qu'il s'est mis en place au lendemain de la Glorieuse Révolution, dont le principe de la suprématie parlementaire est un pilier.
Et il annonce à son ami que les Américains courent à la catastrophe, puisqu'ils se sont, je cite ces mots, soumis à une tyrannie démocratique et donc au pouvoir des factions en rejetant la Constitution. Et Kenrick, avec les radicaux anglais, considère que la Constitution est perfectible, notamment par l'élargissement du corps électoral. Ils se réclament tous les deux du parti Whig et pourtant on voit bien que leur désaccord sur la question américaine repose sur des cultures politiques différentes, mais aussi et surtout sur des conceptions de l'Empire et du niveau de centralisation impériale tout à fait opposés. En fait, Woodrow voit les colonies comme des provinces dépendantes de la métropole, là où Kenrick, d'ailleurs comme les patriotes américains, voit des États indépendants au sein d'une confédération britannique. Les amis se rejoignent tout de même sur un point, la critique de la politique du gouvernement, mais pour des raisons contraires. Woodrow déplore que la résistance américaine n'ait pas été tuée dans l'œuf par des mesures plus sévères dès 1774, alors que Kenrick condamne toute forme de répression envers les colonies. Et d'ailleurs, Kenrick met en garde son ami contre la politique agressive de la Grande-Bretagne, qui risque de conduire à la perte des colonies, du commerce colonial et des taxes que celui-ci rapporte. Ainsi, dans leurs lettres échangées entre juillet 75 et mai 1782, dans lesquelles évidemment ils discutent bien d'autres sujets, James Woodrow donc résume les positions des presbytériens du parti modéré et plus généralement des conservateurs, tandis que Kenrick défend donc celle des dissidents anglais et des radicaux qui sont très proches de celle des patriotes américains. En Écosse, c'est le point de vue de Woodrow qui domine très largement, au moins dans les écrits écossais sur la question américaine. Parmi les auteurs de ces écrits, on compte des hommes politiques comme Alexander Wedderburn ou Sir John Dalrymple, le peintre personnel de George III, Alan Ramsay, le marchand David Locke, beaucoup moins connu, l'avocat Hugo Arnott, le poète Robert Ives, le loyaliste George Chalmers, le philosophe Adam Ferguson, l'officier John Home, par exemple, le médecin William Nisbet et James Macpherson, l'écrivain, ou encore un historien, William Russell, ainsi qu'un certain nombre de pasteurs qui appartiennent tous à la mouvance modérée de l'Église presbytérienne d'Écosse. Blacklock, par exemple, Carlyle, Campbell, Ford, Gerard, Stevenson, Somerville. Et cette prédominance des conservateurs dans la sphère publique écossaise vaut à l'Écosse la réputation donc d'être Tory, aussi bien en Angleterre qu'outre-Atlantique. Pourtant, l'Écosse compte aussi des amis de l'Amérique. Par exemple, les frères Johnston, qui sont tous les deux députés aux communes dans les années 1770 et qui défendent le droit des colons à se taxer eux-mêmes et qui condamnent aussi les lois coercitives de 1974 qui punissent le Massachusetts après la Boston Tea Party. Mais George Johnston cesse de soutenir les patriotes américains après la déclaration d'indépendance et surtout après l'alliance des États-Unis avec la France. À ce moment-là, il reprend du service dans la marine, où il était officier, et se bat contre les Français et les États-Unis. Son frère, William Johnston Pulteney, est l'auteur de 2 opuscules qui figurent parmi les publications écossaises les plus intéressantes sur le sujet. En 1778, dans son Thoughts on the Present State of Affairs with America and the Means of Conciliation, il expose les arguments des colons et ceux du gouvernement, pour ensuite proposer un plan de paix réintégrant les colonies dans l'Empire en leur accordant l'autonomie fiscale. Puis l'année suivante, dans un autre pamphlet, il propose que les colonies américaines ne soient plus du tout subordonnées au Parlement. Pulteney est vraiment représentatif de ceux que les historiens appellent les libéraux, ceux qui espèrent sauver l'Empire en accordant des concessions aux Américains. Il propose en fait de satisfaire les revendications américaines des années 1760 et ne prend pas du tout la mesure de la déclaration d'indépendance. D'ailleurs, il croit l'indépendance réversible, même après le refus du Congrès de négocier sur une autre base,
lors de la rencontre avec la commission Carlyle en 1978, commission à laquelle d'ailleurs appartenait son frère. Mais ce déni de l'indépendance est très répandu en Grande-Bretagne entre 1976 et 1978. L'historienne Emma MacLeod souligne même que les radicaux anglais, qui soutiennent les rebelles américains, n'acceptent pas tout de suite la perte des 13 colonies. John Cartwright, par exemple, propose encore un projet d'union fédérale dans la seconde édition de Take Your Choice, paru en 1777. Et donc Putney n'est pas le seul à discuter du statut des 13 colonies dans l'Empire dans les années 1776-1780, alors qu'à ce moment-là, pour les patriotes américains, la question est déjà résolue. On voit donc que la communication transatlantique est brouillée par ce décalage. Le débat en Grande-Bretagne accusant un retard d'une dizaine d'années sur les pamphlets américains. Et finalement, c'est évidemment la victoire franco-américaine de Yorktown qui change la donne en 1781, parce qu'il est clair à ce moment-là que l'issue de la guerre sera donc une victoire américaine ou franco-américaine. Et les prises de position à ce moment-là évoluent et le sujet du débat se déplace. Il ne s'agit plus de discuter du droit ou non des Américains à se taxer et ni à légiférer pour les colonies, ni même du bien fondé de la guerre, mais des conséquences de la perte des colonies pour la Grande-Bretagne et surtout de la nature du lien futur entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pour en revenir aux Amis de l'Amérique, il compte également les pasteurs presbytériens du Parti populaire de sensibilité évangélique. Ces hommes d'église désapprouvent la guerre, sans toutefois manifester leur soutien à la dépendance. John Erskine, par exemple, qui est à la tête de cette mouvance populaire, a une approche beaucoup plus pragmatique de la question que les presbytériens du parti modéré. Son approche est fondée sur sa volumineuse correspondance avec des collègues américains, notamment des pasteurs de Nouvelle-Angleterre, avec lesquels il espère lancer un nouveau grand réveil, un mouvement d'enthousiasme religieux, traversant l'Atlantique et unissant les protestants comme dans les années 1740. Et finalement, on voit que le Parti populaire de Erskine, le parti modéré de William Robertson, s'oppose sur la Révolution américaine, mais il s'oppose surtout, à vrai dire, il s'oppose aussi sur l'assouplissement des mesures anticatholiques dont Erskine ne veut pas entendre parler, et sur la question du patronage que Erskine condamne. Ainsi, la question américaine croise-t-elle en fait toutes les questions qui dévisent l'Église presbytérienne d'Écosse. Et au final, il y a très peu d'Écossais qui ont soutenu la Révolution américaine de bout en bout. Il y a le député George Dempster, qui malheureusement ne publie rien, mais qui prend la parole aux communes en faveur des Américains, et puis le pasteur indépendant James Murray, qui en fait réside en Angleterre à Newcastle et qui publie plusieurs sermons, ainsi qu'une histoire de la crise impériale de 1765 à 1778. Ses amis et ennemis de l'Amérique s'opposent sur bien des points. Celui de la notion de représentation est particulièrement au cœur de leur controverse. Les conservateurs écossais défendent donc la conception de la représentation virtuelle telle qu'elle a été théorisée par Thomas Whately, secrétaire au service de Lord Grenville, dans son pamphlet The Regulations Lady Made Concerning the Colonies and the Taxes Imposed Upon Them Considered, qui avait donc été publié à Londres en 1765 et qui servait en fait à soutenir le Stamp Act. La proportion d'électeurs est bien plus faible en Grande-Bretagne que dans les 13 colonies, et c'est plus particulièrement le cas en Écosse, où l'on compte moins de 3000 électeurs pour à peu près 1 million d'habitants. La franchise électorale, comme on le sait, est très inégalement répartie entre les individus, entre les municipalités et les comtés partout en Grande-Bretagne, mais l'écart entre l'Écosse et l'Angleterre est particulièrement marquant. En outre, l'Écosse n'élit que 45 députés sur un total de 558. Mais cette sous-représentation n'est pas vécue comme telle, dans la mesure où chaque député ne représente pas seulement les habitants de sa circonscription, mais tous les Britanniques,
Every individual member of the community, affirme par exemple un pamphlet de 1976. Selon cette théorie, les élus défendent les intérêts de toute la nation, puisqu'ils votent des lois et instaurent des impôts auxquels tous les Britanniques sont assujettis, y compris eux-mêmes. Donc il s'agit d'une conception de la représentation à l'échelle de toute la Grande-Bretagne et même de l'Empire. Cette théorie trouve son application concrète dans le fonctionnement du processus électoral. Une part croissante des députés des communes n'ont en effet qu'un lien ténu avec la circonscription où ils sont élus. Beaucoup n'y résident même pas. En outre, une soixantaine d'Écossais sont même élus dans des circonscriptions anglaises ou galloises entre 1760 et 1790. Et cette proportion augmente. Le chiffre atteint 130 députés entre 1790 et 1820, ce qui ne manque pas de susciter des grincements de dents chez les Anglais, bien évidemment. Ainsi, puisque la représentation est en quelque sorte déterritorialisée, les Écossais s'estiment tout autant représentés que les autres Britanniques. Ils incluent également les colons dans cette représentation. Le pasteur John Stevenson, par exemple, affirme en parlant des députés, they represent actually and virtually not only all the inhabitants of this island, but also every individual throughout the colonies. Et puisqu'ils sont représentés, bien évidemment, ils doivent accepter de payer les taxes votées par le Parlement. C'est intéressant de voir le contraste avec la notion de la représentation en Amérique. De leur côté, les colons ont une conception de celle-ci qui est tout à fait différente. La leur est fondée sur une expérience politique qui leur est propre, l'exercice de la représentation directe à l'échelle de la colonie, et puis donc à partir de 1776 de l'État. Pour les Américains, seules les assemblées qu'ils élisent directement les représentent. Chacune des 13 colonies est dotée d'institutions calquées sur celles de la métropole, un gouverneur qui représente le roi, une assemblée élue et un conseil nommé. Une part importante de la population blanche masculine peut participer à l'élection de l'Assemblée. La proportion est de l'ordre de 75%, alors qu'en Angleterre, ça tourne autour de 5%. Pourquoi ? Parce que la propriété foncière est bien plus accessible et qu'elle donne le droit donc au vote. Certes, tous les détenteurs de ce droit ne l'exercent pas, mais cette proportion élevée instaure un rapport direct entre l'élu et les électeurs. En outre, les assemblées sont assez proches géographiquement. Les députés résident obligatoirement dans le comté ou la paroisse qui les a élus, ou au moins ils possèdent des terres. Et surtout, ils sont responsables devant leurs électeurs. Ils défendent leurs intérêts et leur rendent des comptes. Il arrive même que les électeurs leur donnent des instructions. En plus, ces assemblées sont montées en puissance au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, aux dépens du Conseil et surtout du gouverneur. Elles ont élargi leurs prérogatives et entendent bien les conserver. Elles se considèrent désormais comme l'équivalent du Parlement de Westminster, mais sont perçues en Grande-Bretagne, au moins par les conservateurs, comme l'équivalent en fait de conseils municipaux. C'est le cas beaucoup en Écosse et c'est le cas aussi d'une majorité de la classe politique britannique. Ainsi, le sentiment d'appartenance des colons américains se situe avant tout à l'échelle de la colonie et secondairement à l'échelle de l'Empire. La prise de conscience d'une identité américaine ne se fait que très progressivement. En 1754, les assemblées, par exemple, avaient rejeté le plan d'union proposé par Benjamin Franklin à la conférence d'Albany. Et c'est le conflit avec la métropole qui cristallise le sentiment d'appartenance à une communauté américaine et qui finalement aboutit à la création du premier congrès continental en septembre 1974. À la différence des Écossais, les Américains sont très méfiants envers toute forme de centralisation, et ce, donc avant même la crise impériale. Ainsi, pendant la crise impériale, les conservateurs écossais affirment leur identité britannique par l'adhésion au mythe de la perfection de la Constitution. Finalement, il me reste pas mal de temps, donc je reviens derrière. Oui, je voulais simplement ajouter une petite chose. Les Écossais qui contribuent à cette guerre des pamphlets sur l'Amérique
ne participent pas au mouvement pour une réforme électorale qui traverse l'Angleterre à partir des années 70, avec notamment la Yorkshire Association de Christopher Wyville. Les conservateurs, qui, vous l'avez compris, dominent, ne voient pas du tout la nécessité de répartir plus équitablement la franchise électorale entre les villes et les comtés, ni de réduire l'influence de l'aristocratie, encore moins d'élargir le corps électoral. En fait, il y a un seul écossais qui défend le mouvement pour une réforme parlementaire, James Burgh, qui d'ailleurs vit en Angleterre et est très intégré dans les cercles radicaux. Bien sûr, puisque les conservateurs considèrent que la Constitution est parfaite, elle est indépassable et donc il n'est pas nécessaire de la changer et de réformer le système. Et c'est justement pour cela que la prétention des États-Unis, après 1976, de créer un modèle politique plus avancé est perçue en Écosse comme une chimère ou bien même comme un mensonge construit par des politiciens ambitieux. On voit d'ailleurs dans la presse écossaise l'une des rares réactions à la déclaration d'indépendance. C'est un commentaire extrêmement manichéen et simpliste de la déclaration qui paraît donc dans le Scots Magazine du mois d'août 1976, dans lesquels on décrit les droits naturels inaliénables, énoncés dans le second paragraphe de la déclaration, comme des inalienable right to talk nonsense. Et tout est du même genre. Et souvent, George Washington est présenté dans les écrits écossais ou dans la presse comme une sorte de Cromwell en puissance qui provoque l'agitation dans le but d'accaparer le pouvoir sous couvert de lutte pour la liberté. Ceci dit, à partir de 1782, donc au moment où la crise impériale commence à toucher à sa fin, on voit un mouvement de Burgh Reform qui se développe en Écosse et qui naît à Édimbourg puis s'étend à d'autres villes et qui a des liens avec le mouvement de Wyville et la Society for Constitutional Information. Mais son objectif est surtout de réformer l'élection des conseils municipaux et des députés des bourgs, donc en Écosse. Les deux sont liés puisque c'est souvent en fait le conseil municipal qui élit le député local. Les réformateurs donc réclament la fin de la mainmise d'une étroite oligarchie sur les conseils municipaux et aussi l'élargissement du recrutement à tous les bourgeois, dans le sens les classes moyennes. Et c'est justement à ce moment-là qu'on commence à voir un début de radicalisme qui se développe donc en Écosse. Donc ce mouvement a une audience importante, et comme le montre cet extrait du principal journal d'Édimbourg, un tri-hebdomadaire, le Caledonian Mercury, qui encourage justement ces réformateurs à poursuivre le combat. Et effectivement, le mouvement réformateur reste très actif en Écosse après 1785, au moment où il traverse une sérieuse crise en Angleterre. C'est que les objectifs des Écossais, en fait, ne se confondent pas complètement avec ceux de leurs compatriotes anglais. En Écosse, la priorité est donnée à l'instauration d'élections libres dans les bourgs. Et la demande de réforme des élections parlementaires est secondaire et concerne essentiellement les pratiques garantissant la domination des grands propriétaires fonciers, tels que par exemple les votes fictifs. Il n'est pas question à cette époque en Écosse de suffrage universel, ni même d'élections annuelles. Donc cet élan réformateur en Écosse n'est pas lié à la controverse américaine. Il préexiste à la crise impériale, mais ne se structure qu'à partir de 1782, et son développement procède de la volonté, en fait, de bénéficier pleinement des bienfaits de la Constitution et de combler l'écart avec les institutions anglaises. Et donc, comme je vous le disais, les conservateurs écossais affirment leur identité britannique par cette adhésion à l'idée de la perfection de la Constitution, mais le deuxième pilier de la britannicité chez les Écossais, c'est l'attachement à l'Empire.
Effectivement, ils défendent la vision d'un empire centralisé sous l'autorité du Parlement et qui ressemble fort donc en fait à ce qui est devenu la Grande-Bretagne. C'est notamment le cas de Adam Smith. Et c'est lui qui va le plus loin en fait en imaginant une refonte des institutions impériales qui créerait ce qu'il appelle en fait un véritable empire. Une union impériale qui intégrerait donc l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et les colonies de peuplement blanc. Il imagine une union à la fois fiscale, commerciale et politique, dans laquelle toutes les provinces seraient soumises à un système d'imposition unique, bénéficieraient du libre-échange, comme c'est le cas entre l'Écosse et l'Angleterre depuis 1707, et seraient toutes représentées au Parlement de Westminster. Smith affirme que la Constitution reste imparfaite sans l'intégration des représentants américains. Peut-être parce qu'il estime que le droit d'être représenté est fondamental pour tous les sujets britanniques, en fait, il ne développe pas. En revanche, il est clair que la principale raison pour laquelle il est nécessaire de réformer le statut des colonies est que celles-ci ne prennent pas en charge le coût de leur protection. Il ajoute que les profits que les marchands britanniques réalisent grâce à leur monopole du commerce sur certains produits, le sucre, le tabac, le coton, en fait ne bénéficient qu'à eux et pas à l'ensemble de la population, et que surtout cela ne compense pas le coût de la protection des colonies. Et donc Smith en conclut qu'il faut centraliser l'Empire afin de le rendre rentable. Il est à peu près le seul, en Grande-Bretagne en 1777, à promouvoir l'ouverture du Parlement à des députés américains. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il est également conscient que seule une victoire totale de l'armée impériale pourrait convaincre les colons d'accepter ce plan. Le parallèle avec l'Écosse, dont l'intégration avec l'Angleterre et le Pays de Galles est à l'époque une réussite, est rarement établi de façon explicite par les Écossais. Et même Adam Smith préfère finalement présenter comme modèle historique l'Empire romain, qui a intégré les peuples italiens après avoir écrasé leur révolte en 88 avant Jésus-Christ. Sans aller jusqu'à ouvrir le Parlement aux Américains, ses compatriotes écossais imaginent eux aussi un empire qui ressemble à une communauté d'intérêts partagés comme l'est la Grande-Bretagne, ou du moins l'idée qu'ils ont de la Grande-Bretagne, et dans laquelle les colons devraient donc prendre forcément leur part de fiscalité. C'est Ned Lanzmann, l'historien américain, qui met en avant que la vision d'un empire intégré est plus particulièrement défendue par les Écossais. Et d'ailleurs, Adam Smith, comme d'autres, envisage même que les 13 colonies deviendraient à terme plus puissantes que la métropole et que la capitale de l'empire serait donc transférée outre-Atlantique. Mais cet attachement viscéral à l'empire est exprimé par tous les auteurs écossais. Aussi bien ceux qui prônent l'écrasement de la révolte par la force que ceux qui prônent une réforme accordant l'autonomie aux colonies. Alors les moyens envisagés diffèrent, mais l'objectif est le même, préserver l'intégrité de l'Empire. Par exemple, John Erskine, le pasteur évangélique dont je vous parlais tout à l'heure, écrit « The happiness of Britain and her colonies depends under God on their mutual friendship. They can get little by contending, they may lose much. » Erskine en fait voit l'Empire avant tout comme une communauté de protestants qui sont en lutte contre le catholicisme, alors que les pasteurs modérés, qui sont aussi dans l'église presbytérienne, le décrivent, cet empire, comme une communauté culturelle. Et puis Smith, comme on l'a vu, le voit plutôt comme une communauté de contribuables, finalement. La controverse américaine fournit donc l'occasion aux Écossais de faire la démonstration d'un patriotisme. Mais ce patriotisme, il est britannique et en même temps, il est écossais. Les deux se confondent. Il est intéressant de constater que les Écossais et les Américains s'accusent mutuellement d'être des rebelles. La presse coloniale présente les Écossais comme des rebelles jacobites, partisans de la tyrannie Stuart, et les accuse parfois d'être responsables de la guerre. Tandis que les pamphlets écossais de leur côté dénoncent les Américains comme des rebelles pires que les jacobites. Pourquoi ? Parce qu'ils ne menacent pas seulement la dynastie de Hanovre, mais aussi les libertés anglaises. Et donc l'enjeu pour les Écossais qui participent à ce débat, c'est bien évidemment d'effacer la souillure jacobite, dont ils ne sont pas personnellement responsables,
mais dont on affuble l'Écosse. C'est seulement 20 à 30 ans après la bataille de Culloden, et donc il s'agit de convaincre de la loyauté des Écossais à la dynastie de Hanovre, et donc à la Constitution. La glorification de la puissance de l'Empire est une composante de ce nouveau patriotisme britannique, mais il est associé à une forme de patriotisme écossais. Effectivement, on voit la fierté impériale qui se conjugue avec la fierté de la contribution des soldats écossais à la guerre d'Amérique. John Stevenson décrit par exemple ainsi la participation des Highlanders à la guerre contre les insurgents. Il nous dit « They fought, they bled and they conquered as Britons ». Et ça, c'était en 1778. Ses compatriotes Alexander Carlyle et Alexander Dalrymple militent quant à eux à la fois pour la création d'une milice écossaise pour défendre le territoire, puisqu'on craint toujours une invasion française, et en même temps pour le recrutement de soldats Highlanders. Et à la même époque, le Lord Advocate for Scotland, Henry Dundas, veut mettre la tradition militaire des Highlands au service de l'Empire. Et dans la lettre qu'il écrit à William Eden, sous-secrétaire d'État, il montre bien que c'est aussi bien dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que de l'Écosse. Cette lettre, d'ailleurs, il le dit, il l'a envoyée également au Premier ministre, Lord North. Qu'est-ce qu'il dit? Il suggère de mettre fin à la politique visant à affaiblir l'autorité des chefs de clan des Highlands, qui a été mise en place après le dernier soulèvement jacobite. Et pourquoi? Il avance deux raisons. Tout d'abord, les chefs de clan qui perdent le pouvoir sur les hommes préfèrent les laisser partir en Amérique, car ces hommes ne sont plus aucune d'utilité s'ils ne peuvent pas les mobiliser pour la guerre, les paysans dans les Highlands étant trop nombreux. Et deuxièmement, ces chefs, en fait, peuvent rendre service à l'État en mettant leur autorité à son service. Et ainsi, donc, en proposant aux jeunes Highlanders un emploi dans l'armée et en leur promettant des terres sur le continent américain, comme on l'avait fait après la guerre de 100 ans, il espère réduire l'émigration qui, d'après lui, affaiblit l'Écosse, tout en renforçant donc la puissance militaire britannique. Il s'agit donc bien de conjuguer les intérêts des deux patries, l'Écosse et la Grande-Bretagne. Parallèlement, il y a d'anciens chefs jacobites qui, c'est le cas notamment de Simon Fraser, recrutent largement des soldats dans les Highlands. Et effectivement, ils passent par leur réseau de grands seigneurs, notamment la famille Grant, pour convaincre donc des jeunes Highlanders d'aller combattre en Amérique. Ainsi, par leur confrontation, les points de vue des Écossais et les points de vue des Américains, qui, vous l'avez compris, sont diamétralement opposés, s'éclairent mutuellement. Cela permet finalement de mieux saisir les enjeux de la question et de mieux comprendre pourquoi la Grande-Bretagne a perdu une partie importante de son empire en 1783. Pour résumer, les élites écossaises ont généralement condamné la Révolution américaine parce que celle-ci met en danger les intérêts économiques de la métropole, mais aussi parce que les colons révoltés remettent en question les conceptions de la liberté et de l'empire qui prévalent en Écosse. En défendant les notions de droit naturel, de représentation directe et de souveraineté partagée au sein de l'empire, les patriotes américains amènent les Écossais à affirmer finalement leur britannisation à travers la défense du principe de souveraineté parlementaire sur tout l'Empire, de la loyauté au Hanovre et de la perfection de la Constitution. La crise impériale a affaibli l'Empire, c'est une évidence, mais elle a aussi contribué à cimenter l'identité britannique, au moins en Écosse. Cette britannicité s'est donc bien construite en opposition à la France, comme l'a montré Linda Colley, mais elle s'est aussi construite en opposition contre l'Amérique. Je vous remercie.